Bonjour tout le monde. C'est vrai que c'est impressionnant, la salle est pleine. Je vais avoir une petite nervosité au début, ça devrait passer rapidement. Je vous remercie de m'accueillir. Vous avez un lieu magnifique, je tiens à le souligner. Là, quand on voit une maison restaurée comme ça, un lieu du patrimoine, on sait qu'il y a des efforts qui ont été faits derrière ça. C'est des projets vraiment structurants pour les collectivités. Puis je vous en félicite, c'est vraiment très beau. Alors, on plonge. Je vais vous présenter comment on est arrivé à Saint-Bruno à adopter une politique de ville nourricière, concrètement ce que ça donne. Alors, je vais présenter rapidement là, un petit plan de la présentation, là, un portrait de Saint-Bruno pour vous permettre de vous comparer. Vous allez voir, même si on a des différences, c'est facile quand même d'importer le modèle puis de le mettre en place chez vous. Je vais vous expliquer pourquoi on en est arrivé là, puis c'est quoi une ville nourricière, comment on y arrive. Puis ensuite, je vais me permettre quelques petites, disons, énoncés politiques, je dirais, là, au niveau du micro puis du macro. Qu'est-ce que ça nous permet de faire au niveau national avec une politique ville nourricière? Il y a des photos le long de ma présentation. Si j'oublie de vous dire les anecdotes qui sont en lien avec les photos, rappelez-moi de vous le dire, parce qu'il y a à peu près une anecdote pour chaque photo à partir de la 10e, je dirais. On y va. Alors, qui d'entre vous connaissez Saint-Bruno de Montarville? Merci. Vous savez qu'on est situé, on voit Montréal, là, on est situé donc dans la région métropolitaine de Montréal, faisons partie de l'agglomération de Longueuil. On est à 25 km des ponts environ, un territoire de 43 km², mais ce qui nous caractérise, nous avons le mont national du Mont-Saint-Bruno qui est sur notre territoire. Le tiers de notre territoire est un parc national, c'est extraordinaire. Vous imaginez le joyau qui est sur notre territoire. Pour nous, c'est une richesse, on en est fiers, les gens sont attachés au milieu et il y a aussi plein de gens qui viennent nous visiter grâce à ça. Un autre tiers de notre territoire est zoné agricole. On a réussi à résister à la pression qui est terrible pour dézoner des terres et les développer en zone résidentielle. C'est vraiment un constat qui est important de faire. La ville s'est développée très, très rapidement. Vous connaissez le portrait à partir des années 50, quand les gens ont eu des voitures, se sont éloignés des grands centres. On a subi cette pression-là. En 1960, on avait 6 750 personnes. Là, la voiture arrive. Les gens sortent de Montréal. En 1979, c'est pas tellement... c'est 18 ans plus tard, on avait 22 500 personnes. Depuis ce temps-là, on est à 28 000 personnes. C'est assez stable. Alors, démographie. Comme vous tous, on a une population vieillissante. C'est un constat partout au Québec. En ce moment, on a 20 de notre population qui a 65 ans et plus. On a beaucoup de personnes qui habitent seules dans leur maison, qui ne veulent pas partir de Saint-Bruno, qui sont attachées à leur milieu. C'est une caractéristique à garder en tête là, pour la politique ville nourricière. Voilà, il y a beaucoup... Bon, c'est une population qui se renouvelle. On a quand même beaucoup de familles chez nous. Pourquoi on est arrivé avec une telle démarche? Alors, on remonte en 2014. On a été élu en 2013 pour un premier mandat, une nouvelle équipe municipale. On devait réviser notre plan d'urbanisme. C'était une obligation légale. On a invité les citoyens de Saint-Bruno à se projeter 20 ans dans le futur. On a dit aux citoyens, rêvez votre ville. Dites-nous comment vous voulez la voir dans 20 ans. Allez-y, on est prêt à entendre tout ce que vous voulez nous dire. Projetez-vous. On a fait des cafés-rencontres, on a fait des sondages sur Internet, on a monté plein de façons d'aller consulter les gens, d'aller vers eux. On a fait une grande journée citoyenne pour les entendre sur le Saint-Bruno de demain. Alors, la politique ville nourricière, elle vient de là, elle vient des citoyens. Ce sont les citoyens qui nous ont dit, vous devriez faire ça. On voudrait se rapprocher de la zone agricole, on voudrait avoir accès aux produits locaux. On continue. Alors,
Voici quelques-uns des commentaires que j'ai ressortis là, de ce vaste exercice de consultation publique. On a eu 650 personnes qui ont insufflé le mouvement. Regardez ce que ça donne. Les gens nous ont fait part de leur désir de mettre fin au gaspillage alimentaire. C'était une préoccupation. Est-ce qu'à l'échelle locale, on peut faire quelque chose pour lutter contre ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre l'insécurité alimentaire? On a des personnes vulnérables. Oui, on est une population aisée à Saint-Bruno. Il y a quand même des vulnérabilités à l'intérieur de ces groupes-là. Les gens nous ont dit on est captifs du système actuel. Regardez notre système de distribution alimentaire. On mange tous les mêmes choses. On s'en va à l'épicerie, on a les mêmes produits qu'on habite en Ontario, qu'on habite à Montréal, qu'on habite en région. Ce sont les mêmes grandes corporations qui distribuent la nourriture auquel on a accès. Les gens nous ont dit, nous sommes captifs de ça. Il n'y a pas moyen de faire autre chose. On a le tiers de notre territoire qui est zoné agricole. Comment on fait pour se rapprocher de cette zone-là, de cette zone de production? Comment on fait pour se rapprocher des producteurs, pour avoir accès à de l'agriculture locale? On est parti avec ça sous notre bras. Puis on s'est dit, voici, il faut offrir autre chose que des fraises de la Californie en plein mois de juillet. Donc ça s'est traduit en vision, qu'on a incorporé ensuite dans notre politique. Je vous les lis rapidement. Accès à des aliments sains et frais. Bon, c'est ce que les gens nous ont dit. Soutenez à l'agriculture, soutenez l'agrotourisme. Faites la promotion des saines habitudes de vie. Et faites aussi la promotion des modes de production respectueux de l'environnement. Très important, à Saint-Bruno, on est un territoire sans pesticides, à garder en tête. Évidemment, dans la zone agricole, ce n'est pas notre compétence. C'est le ministère de l'Agriculture. Donc, oui, là, il y a des pesticides, mais à l'extérieur de la zone agricole, c'est sans pesticides. Je reviens juste pour vous dire rapidement, là, une des choses qu'on a dites pendant la vision stratégique, les gens nous ont martelé l'importance, c'est-à-dire leur appartenance au milieu, leur appartenance à la zone agricole, puis l'importance aussi du paysagère de la zone agricole. Hein. Quand on rentre dans Saint-Bruno, il y a des terres agricoles, il y a des boisés. Les gens nous ont dit qu'ils voulaient conserver ça comme ça. On a gardé ça en tête aussi. Je ne dirai jamais assez, là, les terres agricoles font partie de notre richesse collective. Là, je vais y revenir tout à l'heure. Prochaine. On s'est beaucoup inspiré de Vivre en ville. Vous avez l'ouvrage derrière. Je crois qu'ils sont venus vous voir en septembre, si j'ai bien compris. Là. Ils venaient de publier leur ouvrage Ville nourricière. C'est un des outils qu'on a donné discrètement aux fonctionnaires. Pour leur dire, voici le modèle à imiter. C'est excellent, c'est transversal, ils vont chercher plein de choses là-dedans. Donc, la définition, une ville nourricière, c'est là où le système alimentaire local participe à l'épanouissement social, environnemental, culturel et économique d'une collectivité viable. Quand on parle de viabilité, là, de durabilité, je ne sais pas qu'est-ce que ça vous dit, là, mais moi, il y a le concept de génération future là-dedans. On répond aux besoins de la population locale actuelle, mais on est capable de se projeter dans le temps et de dire, si on prend soin de notre milieu, on va être capable de nourrir aussi les générations futures. Hein? Il y a une distinction claire. Il faut assurer l'approvisionnement à long terme et l'approvisionnement en sain aussi, en alimentation saine, à des coûts environnementaux, sociaux et monétaires acceptables. C'est une priorité. Il faut prendre soin de notre environnement. On a justement la génération future qui vient de s'exprimer. Prochaine. OK, on agit sur plusieurs fronts avec une ville nourricière. Hein? On va passer rapidement là, sur les atouts de Saint-Bruno. La prochaine va peut-être vous intéresser. Là, les villes agissent au niveau des saines habitudes de vie, déjà au niveau du bouger mieux, bouger plus. On a des champs de compétences qu'on a déjà pris à plein bras. L'activité physique, c'est les villes qui font ça, c'est les villes qui font les infrastructures, le loisir, tout ça. Est-ce qu'on s'est intéressé à l'alimentation, les municipalités? Est-ce qu'on s'est intéressé à bien nourrir nos populations? Jamais. C'est tout nouveau. On continue. Alors, rapidement, on va faire un petit portrait de Saint-Bruno. Celui-là, on va aller un petit peu plus vite. On a 70 hectares de terres agricoles à Saint-Bruno qui appartiennent à la municipalité. C'est le fun, on va pouvoir faire quelque chose avec ça.
On a déjà des producteurs maraîchers biologiques qui sont dans notre zone agricole. On a la présence de l'Institut de recherche et de développement. On a beaucoup d'arbres fruitiers qui sont plantés dans nos parcs municipaux. On avait déjà, au niveau de la production, là, quelque chose de le fun. Suivante. Les abeilles. Oui, les abeilles, ça s'en vient. On a 2 parcs industriels, on a des usines de transformation, on avait déjà des cuisines collectives, on a 43 commerces reliés à l'alimentation. Je pense que les Montarvillois sont des épicuriens. On a vraiment beaucoup de commerces, de bons restaurants à l'intérieur de la ville. La population est scolarisée. Déjà, les saines habitudes, c'est assez bien compris. Projet de biométhanisation. La biométhanisation à Saint-Bruno, c'est à partir du 1er janvier 2019. Alors, je commence à avoir des anecdotes avec les photos. La précédente, c'était le jardin collectif qu'on a. À Saint-Bruno, on a un centre-ville qui est tissé serré, qui est très convivial. Il y a 150 commerces au centre-ville. La photo que vous voyez, c'est le marché public qu'on tient à chaque été. Ça s'avère être extraordinaire au niveau social, un marché public. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui avaient ça. Plus beau. On va se battre. À Saint-Bruno, notre centre-ville, là, tout est marchable. On n'a pas besoin de voiture à l'intérieur du centre-ville de Saint-Bruno. On avait un plan d'urbanisme en 1961, ça a été super bien fait. Les résidents vivent dans un périmètre d'1,5 km, puis une fois que tu es rendu au centre-ville, tu peux tout faire à pied. On n'a plus besoin de la voiture. Je comprends qu'il y a des gens qui ont besoin de se carrosser parce qu'une fois que tu as les sacs tout pleins puis que tu es vieillissant, c'est autre chose, mais c'est quand même une distinction intéressante. Ça, c'est une photo qui a été prise au marché public avec Elisabeth. Elle ne m'a pas donné l'autorisation pour prendre la photo, mais moi, je l'aime bien. Il était à peu près 7 heures le matin, il était super tôt. J'étais allée la voir à son kiosque, puis voilà, ça donne ça. C'est des lieux de rassemblement, vraiment, c'est fantastique. Pendant notre marché public, là, il y a des ateliers culinaires. On a fait des ateliers aussi avec les légumes, des potagers que vous allez voir. On a des plates-bandes avec des légumes à l'intérieur. On a amené ces légumes-là pour faire des soupes avec les gens. Puis il y avait un chef qui était là. Bon, voilà. Alors, un système alimentaire de proximité. Tu sais, je vous ai peut-être dit que le mot transversalité, je ne me suis pas entendu le dire encore, là, transversalité. Ça veut dire qu'on touche à plusieurs sphères avec cette politique-là. On touche à l'économie, on touche à l'aspect social, on touche à l'environnement. Au niveau économique, c'est un petit peu moins bien documenté, hein, parce qu'il y a des articles qui sont publiés sur les villes nourricières, notamment aux États-Unis. Il y a eu un mouvement fort qui est parti des États-Unis dans les villes comme Détroit, par exemple. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, là, des villes qui ont été durement touchées par la perte d'emplois, notamment les usines qui fabriquaient les voitures. Quand ça a disparu du paysage économique, les gens ont été obligés de se reprendre en main. Il y avait des quartiers complètement dévitalisés. Beaucoup de pertes d'emplois. Les gens ont ont demandé la permission de cultiver des petits endroits qui étaient vacants dans la municipalité. Ça a créé un effet. Les gens se sont pris en main pour... il y a le film Demain, hein, je pense, qui en fait, qui évoque ça. Alors, au niveau économique, qu'est-ce que ça permet, une politique ville nourricière? On requalifie des terres qui sont non cultivées. Hein, tout d'un coup, il y a un essor au niveau des terres qui ne servaient à rien. Évidemment, on favorise le maillage et l'entrepreneuriat. Il y a quelque chose d'intéressant à faire avec les commerçants dans une perspective d'économie circulaire. Tu as les producteurs, les transformateurs, les distributeurs. Tous ces gens-là peuvent se mettre ensemble puis favoriser l'émergence de plein d'initiatives. Suivante. On a un bon exemple à Saint-Bruno. On a une terre qui est en bordure de l'autoroute 30, en fait, qui était vouée au développement, dézonée, pleine de roseaux communs. Pour ceux qui connaissaient, c'est une espèce exotique envahissante là, qui est très envahissante. Une terre qui ne servait plus à rien. Mme Ménard est venue nous voir avec un projet d'agriculture urbaine. Elle favorise la relève agricole. Elle a des jeunes qui travaillent avec elle. Cet été, on produit des poivrons, des zucchinis. Les autres légumes viennent de d'autres terres. Et un autre jeune qui avait des ruches. Elle a plein de projets. Elle revitalise cette terre-là qui n'avait plus aucune utilité.
Pour nous, c'est fantastique, c'est le genre de projet qu'on veut voir émerger avec notre politique ville nourricière. Alors, Elisabeth nous a permis de concrétiser ça. Une politique ville nourricière au niveau social, je dirais que c'est là que l'impact se fait le plus sentir, pour toutes sortes de raisons. La photo que vous voyez là, c'est de petits carrés de jardin qui ont été inaugurés devant la Maison des Jeunes. Encore poussés par la politique ville nourricière, les gens se le sont appropriés, la politique. La Maison des Jeunes, les jeunes font leur propre potager. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils en font après, je n'ai pas demandé. Peut-être qu'ils ramènent chez eux, peu importe. C'est un lieu où ils peuvent échanger. Évidemment, c'est favorable aux saines habitudes de vie. On leur montre comment bien manger. Au niveau du pont social, pour la cohésion, c'est extraordinaire. Les gens se regroupent dans ces lieux de production-là. Les gens échangent au niveau culturel aussi. Et les exemples aux États-Unis encore en font mention. Vraiment, on parle d'engagement, de responsabilisation, de gratification, d'engagement civique. C'est des lieux aussi pour les échanges intergénérationnels qui sont fantastiques. Suivante. À Saint-Bruno, la moyenne des ménages gagne 111 000 $ par année. C'est beaucoup. C'est une population favorisée. On a 11 % qui gagnent moins de 30 000. Donc, si on veut parler des écarts, là, Saint-Bruno, c'est un très bon exemple. On a les deux extrémités, des gens pauvres, des gens riches qui cohabitent. Dans nos plates-bandes municipales, on a planté des légumes. Les gens peuvent aller se servir. Il y a très peu de gens qui le font, il y a une petite gêne. Mais on les récolte. Ils sont envoyés à la soupe populaire, si on peut dire. C'est le Centre d'action bénévole qui les transforme et les redistribue. C'est une façon de prendre les terres municipales, de les utiliser pour nourrir notre collectivité. Pour nous, c'était essentiel. C'est un aspect social très intéressant, une belle retombée de la politique ville nourricière. Mais pour ça, là, juste anecdotiquement, on a besoin de la collectivité pour y arriver. Ce n'est pas la ville qui fait ça tout seul. Le Centre d'action bénévole et tous les organismes communautaires qui agissent auprès des gens, on a besoin d'eux pour donner vie à notre politique, pour permettre que la nourriture se transforme, se rende jusqu'aux plus vulnérables. On pose là un pas vers la solidarité alimentaire. Alors, on continue. Il y a un aspect éducatif que vous n'avez peut-être pas vu, mais c'est fantastique. On a des ruches qu'on a inaugurées à Saint-Bruno grâce à une tribune jeunesse. C'est un groupe de jeunes qui font des actions ensemble, qui sont soutenus par la municipalité. Les ruches ont été inaugurées il y a 3 ans et on amène là les camps de jour. On a des activités avec les familles de sensibilisation aux pollinisateurs. Les enfants viennent, c'est fantastique. Le miel est récolté. Il est vendu lors d'un marché de Noël que nous avons à Saint-Bruno qui s'appelle la Féerie de Noël. Et ce qui est le fun, il y a une petite activité intergénérationnelle avec ça. Le miel, tribune jeunesse. La tribune jeunesse travaille avec le Cercle des fermières. Ils décorent les petits pots pour leur faire une belle présentation, puis ensuite les revendre au marché public. Les fermières sont là avec la tribune jeunesse. Pour nous, c'est positif aussi. C'est le fun de voir que les gens se rapprochent comme ça. Suivante, on voit des jeunes qui goûtent du miel. On a des ateliers de dégustation de miel avec les familles. Là, c'est hors camp de jour. Hein? C'est les familles qui sont invitées 2 fois par année à venir découvrir on a quelqu'un qui ouvre les ruches et les jeunes peuvent découvrir le goût du miel montarvillois. On a besoin d'un plan de communication pour donner vie à la politique aussi parce qu'on a plein d'arbres à noix dans notre ville. Les gens ne le savent pas. On a des bleuets, on a plein de choses, mais il faut qu'on communique ça mieux. C'est un de nos défis, là. Au niveau environnement, les retombées sont là aussi, peut-être moins qu'au niveau social. Là, on réduit les îlots de chaleur puisqu'on cultive plus. Les distances d'approvisionnement, je pense que ça, c'est assez majeur. Là, en rapprochant la production des gens, on permet de réduire les distances pour l'approvisionnement. Cette photo-là a été prise lors du lancement des marchés publics. Là, c'est un chef qui est là quelques semaines par été pour partager ses recettes. Comment on y arrive? On a engagé un chargé de projet. Ça veut dire qu'à temps plein, on avait une ressource qui était allouée à la rédaction de la politique. Il y a quelqu'un qui est allé chercher les données
Et puis, on a travaillé avec les partenaires pour l'élaboration de la politique. Moi, je faisais partie de la table de travail, là, mais il y avait des citoyens, il y avait des partenaires d'organismes communautaires. On a adapté nos règlements, ça c'est bien important, là. Je pense que j'ai des exemples à la page suivante. On a permis les poules urbaines. En fait, il y avait plein de gens qui avaient des poules déjà. Il fallait qu'on rectifie la situation pour leur permettre de les garder. Il y en a qui en avaient beaucoup. Alors, on a limité ça à 3 parce que quand même, il y a un aspect de cohabitation qui est important de respecter. Donc, on a mis des balises autour des poules, mais les gens sont bien fiers de ça quand même. On a permis les potagers en façade. Il y avait une réticence. Hein, il y a certaines municipalités qui sont réticentes à faire ça et je ne sais pas, ils pensent que ça ne sera pas beau. Mais c'est superbe. 3 minutes. C'est vraiment superbe. Je vous rappelle qu'on est une municipalité qui avons 5 fleurons au concours Les Fleurons du Québec. Alors, on prend ça vraiment sérieusement, l'esthétique et bon, voilà. Là, vous avez une belle plate-bande. Est-ce que vous l'avez trouvée belle? Oui. Il y a des choux à l'intérieur, donc qui seront récoltés. Les ruches aussi, on a dû changer notre réglementation. On a changé notre réglementation pour permettre l'agriculture sur les toits. Et on a ajouté des critères dans les plans d'intégration et plans. Il y a des élus qui peuvent, mais implantation architecturale en lien avec la politique. Même dans notre zone industrielle, on est allé faire des obligations à cultiver des petits lopins. Les employés des industries, là, ils vont devoir avoir un petit potager puis mettre la main à la pâte. Je pense que ça peut être le fun. Prochaines étapes. Il faut qu'on embarque tout le monde dans ce projet-là. Il faut que les gens soient partie prenante, il faut que les citoyens embarquent, les groupes communautaires. Au prochain conseil de ville, lundi soir, on vote un budget de 30 000 $ pour créer un organisme sans but lucratif là, qui va aller en appel de projet. C'est un OSBL qui va prendre les choses en main pour que la synergie soit présente sur le territoire. Évidemment, au niveau de la municipalité, là, c'est l'année 2018, l'année ville nourricière. On essaie d'impliquer tout le monde, travaux publics, l'urbanisme, le loisir. Tout le monde a un rôle à jouer dans l'implantation de la politique. Ça, c'est notre plan d'action pour la première année. La vocation de la terre municipale, je vous en ai parlé tout à l'heure, on a une terre municipale là, qui est louée par un agriculteur en ce moment. Je pense qu'il y a une quantité d'hectares qu'on pourrait dédier pour d'autres fins. On va voir comment on va y arriver. Mais vraiment, notre défi, c'est la mobilisation pour la première année. On a déjà des choses qui sont en place. Le jardin communautaire existe, on va le maintenir. Ça, c'est un pot de notre récolte de miel. On a un marché public. On intègre déjà des plantes comestibles dans nos aménagements. Potager devant la maison des jeunes, vous l'avez vu. Promotion de l'achat local, ça peut être une initiative municipale aussi. On peut faire des communications autour de la promotion de l'achat local. C'est des choses que les villes peuvent faire très facilement. Il ne me reste pas beaucoup de temps pour parler de ça, mais écoutez, l'étalement urbain crée une telle pression sur le prix des terres à Saint-Bruno, ailleurs en Montérégie, c'est un fléau. Quand l'agglomération a déposé son plan de développement de la zone agricole, que vous connaissez tous sous le nom de PDZA, on s'est aperçu qu'il y a 70 % des terres à l'extérieur de Saint-Bruno qui sont propriétés de promoteurs. Est-ce que vous vous rendez compte qu'est-ce que ça veut dire dans le temps? Ces gens-là sont très patients. Ils s'assoient sur leur investissement et attendent des opportunités pour placer des demandes de dézonage à la commission. Ça demande une vigilance constante. Je pense que ça prend un resserrement de la loi pour protéger notre richesse collective que notre zone agricole. Sinon, on va avoir un problème pour les générations futures. Ici, vous le vivez peut-être pas autant que chez nous, je ne sais pas, peut-être. Mais en Montérégie, c'est un fléau. Ça pose, à long terme, une question au niveau de l'autonomie alimentaire de nos populations. Comment on va y arriver si on dézone toutes ces terres-là? Il y a des agriculteurs qui sont venus me voir et ont dit « Tu t'en vas avec ton affaire d'agriculture urbaine. On n'a pas besoin de ça. On est capable de nourrir. On ne veut pas se substituer à personne. Ce n'est pas une affaire de... En fait, moi, je pense qu'on est des alliés des producteurs agricoles.
On veut revaloriser le métier d'agriculteur, revaloriser la zone agricole. Il faut travailler ensemble, être partenaires main dans la main pour que le Québec se réapproprie toute sa production et la fierté qu'on a à produire nos propres aliments. C'est un apport à l'économie. Alors, moi, je pense qu'on a tout à gagner à être partenaires ensemble. J'en profite pour faire un plaidoyer pour une réforme fiscale. Tous les élus vont être d'accord avec moi. Nos terres agricoles, ça suffit. Il faut cesser de les dézoner et de les développer en d'autres choses. Je vous remercie de votre attention. En fait, la poule s'appelle Isabelle. C'est une des poules d'Élisabeth, elle l'a nommée en mon honneur, et l'autre poule s'appelle Michel, c'est une autre conseillère municipale qui a fini son mandat en 2013. On peut mettre la suivante pour la période de questions, parce que je trouve ça inspirant. C'est le maire de ma municipalité, Martin Murray. Il a repris une citation dans le document qui nous sert de vision stratégique pour le développement de notre municipalité. Il cite René Dubois, qui était président du Sommet de la Terre à Stockholm en 1972. « Nous n'avons pas le pouvoir d'agir seuls, de faire abstraction du monde qui nous entoure et par extension de cette Terre qui n'est qu'un infime grain de sable à l'échelle du cosmos. Il nous faut impérativement penser globalement et agir localement. » C'est le mot de la fin.